Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, je précise, je suis aussi militant Sud Éducation 92, mais là, j'interviens en tant que membre du collectif des réprimés d'éducation nationale. Je tiens d'ailleurs, au nom du collectif, à remercier la CALA pour cette invitation. C'était important pour nous de participer à ce premier congrès, puisque on est partenaire depuis maintenant un an, je crois. Oui. Et donc, voilà, c'est un partenariat qui est enrichissant et qui, j'espère, qui perdurera et qui continuera d'être aussi enrichissant qu'il a été jusqu'à maintenant. Alors pour continuer la présentation, bah, je fais partie du collectif des réprimés parce que bah, j'ai été réprimé par l'Académie de Versailles, donc qui m'a muté dans l'intérêt du service, donc qui m'a déplacé du lycée dans lequel j'étais, le lycée Jules-le-Curé de Nanterre, à un lycée dans les Yvelines, lycée Jean-Baptiste Vauquelin de Saint-Germain-en-Laye. Alors, il se trouve que mon affaire a suscité un soutien assez large dans le monde militant de l'éducation et un intérêt des médias. J'ai bénéficié d'une couverture assez importante, enfin, en tout cas à l'aune de ce qu'on connaît dans le collectif. Et certainement que ce niveau de soutien a eu un rôle sur la suite judiciaire puisque le tribunal administratif de Versailles, du coup, m'a donné raison sur toute la ligne en janvier dernier, a ordonné ma réintégration. Donc, aujourd'hui, je suis de nouveau enseignant au lycée Joliot de Nanterre. Et surtout, le ministère de l'Éducation nationale, enfin, le rectorat de Versailles, mais aussi le ministère, a jeté l'éponge, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait appel, ce qui est assez rare pour le coup sur ce genre de situation. Et donc, objectivement, j'ai plutôt bénéficié d'une situation où mon cas a été monté en épingle d'une certaine façon. Et du coup, je pense que je suis plutôt assez bien placé pour bah, discuter des limites. euh, c'est presque paradoxal de dire ça, mais du fait de traiter les cas de répression au cas par cas. Et je pense que ça va aussi me permettre de donner un petit peu un contour de ce que c'est que la réalité de la répression actuellement dans l'éducation nationale. Alors, un premier point sur lequel je voulais insister, c'est déjà l'aspect mental pour les réprimés. En fait, il faut savoir que quand une affaire de répression est médiatisée, en fait, les médias ont besoin d'incarner leur information. Donc, ils vont énormément s'intéresser au caractère, au comportement des personnes impliquées et donc de placer la focale sur la personne, en fait, plus même parfois que sur l'affaire de répression en elle-même. Et ça peut avoir des effets pervers assez importants. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est réprimé, la première chose qu'on commence à se poser, c'est mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai fait des erreurs? Est-ce que j'ai eu des comportements qui ont fait que je me suis retrouvé dans cette situation-là? Et ça peut avoir des conséquences extrêmement délétères sur la santé mentale des gens. On a beaucoup de camarades dans le collectif qui ont énormément souffert, certains ne sont pas encore sortis en fait des troubles qu'a suscité leur situation. Et donc, du coup, la focalisation sur les cas personnels peut en fait entraîner des effets pervers assez importants. Alors, moi, en ce qui me concerne, c'est le fait de rencontrer au travers du collectif d'autres réprimés, de rencontrer des gens qui n'ont pas du tout le même caractère que moi, qui n'ont pas du tout le même parcours, qui n'ont pas du tout le même contexte, mais qui vivent en fait la même répression qui m'a permis un peu de prendre du recul justement et de me détacher de ça et de me préserver en fait aussi, aussi mentalement. Et du coup, voilà, je pense que c'est un aspect important à prendre en compte sur bah, la façon dont on relate les cas de répression, quoi. Une autre chose aussi, c'est que moi, il se trouve que j'ai bénéficié d'un soutien très important avec un comité de soutien large, bah, du coup, qui relayait ma défense, etc., etc. Mais c'est loin d'être le cas de tous les réprimés. Et il y a des gens, pour des raisons X ou Y, qui sont beaucoup plus isolés, qui avaient un comité de soutien moindre ou pas de comité de soutien autour d'elles, et qui pourtant avaient connu des situations aussi kafkaïennes, voire plus que la mienne, mais qui n'ont pas eu du coup l'écho qu'aurait mérité leur situation. Et du coup, en fait, mais c'est le cas dans toutes les situations, mais la prise au cas par cas, nécessairement, ça va désavantager les gens qui sont dans ce genre de situation, qui sont un peu isolés pour des tas de raisons. Et du coup, ça forme une forme d'injustice quelque part sur la défense des rivaux. On n'est pas défendu d'une certaine façon, de la même façon, en fait. Le fait qu'il n'y ait pas de cadre collectif va plutôt faire qu'il va y avoir des inégalités de traitement sur la défense.
et ce qui est un problème. Euh, enfin, maintenant, pour aller plus sur des aspects un peu plus structurels de la répression, il y a une petite anecdote qui m'a beaucoup fait réfléchir. En fait, c'est une collègue donc, de mon établissement, donc, qui est un soutien de la première heure, qui me veut du bien, etc. Et à un moment, on discutait, elle me dit, mais c'est quand même extraordinaire que tu aies été réprimé alors que tu fais bien ton travail. Et, non, mais enfin, elle me voulait du bien, hein, c'est très, très intéressé, très sincère. Mais le présupposé qu'il y a derrière pose question quand même. C'est-à-dire que en fait, si on pousse la logique, d'une certaine façon, pour elle, la répression en elle-même n'était pas un souci. C'est juste que ça tombait sur la mauvaise personne, quoi. Et en fait, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez ancré. C'est-à-dire, c'est pas juste elle, je pense que c'est un présupposé qui est un peu partagé par beaucoup de gens. Et en fait, moi, un peu du tac au tac, mais j'ai répondu, mais en fait, j'ai pas du tout été réprimé parce que j'ai mal fait mon travail. J'ai été réprimé parce que j'ai bien fait mon travail. Et alors, déjà syndicalement, mais même pas seulement. C'est-à-dire que, en fait, si on regarde la situation actuelle de l'éducation nationale, en fait, fonde sa légitimité sur le fait qu'elle est à la fois la garante et le creuset de la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, que sa mission, c'est de faire s'épanouir et d'émanciper les enfants et les élèves qui y sont confiés. Bon, je ne sais pas si dans la salle, il y a quelqu'un qui croit que cette promesse est tenue, mais euh, non, mais Gérard, comment est-ce que c'est possible, dans le contexte actuel, de promouvoir la valeur de liberté alors qu'on ferme la porte par la sélection, par l'orientation, par les choix forcés à tout un pan entier de la population, en particulier ceux qui sont les plus défavorisés socialement? Comment est-ce qu'on peut promouvoir les valeurs d'égalité dans un système scolaire qui est, euh, y compris dans les enquêtes internationales, pointé comme un des plus inégalitaires du monde, qui se donne en fait comme objectif de construire une élite. Et cette élite, elle est construite à travers un échec scolaire massif. Et c'est assumé. Comment est-ce qu'on peut faire valoir des valeurs de fraternité alors que, comme ça a été dit tout à l'heure, on met en concurrence tout le monde tout le temps en permanence, les équipes pédagogiques entre elles, les élèves entre eux, les écoles entre elles, les lycées entre eux, les universités entre elles? Comment est-ce qu'on peut émanciper, faire s'épanouir des jeunes dans ce contexte? Ils savent dans quel contexte ils sont. Ça crée une angoisse, ça crée une pression, ça crée une frustration aussi très, très importante. C'est impossible, en fait. C'est impossible. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les membres du collectif des réprimés, les gens qui ont été réprimés, nous sommes tous viscéralement attachés, toutes et tous, viscéralement attachés à la promesse initiale de l'éducation nationale. Mais nous, on veut travailler dans un environnement qui puisse promouvoir la liberté, l'égalité, la fraternité, l'émancipation, etc. Mais en fait, quand on fait ça, on se heurte à la politique qui est mise en place. Et qui met en place cette politique? C'est l'administration qui est en charge de mettre en place cette politique. Et que fait l'administration quand elle se heurte à une résistance sur le terrain? Parce que sur le terrain, on constate la contradiction. Donc on la pointe du doigt. On dit, mais c'est totalement contraire aux missions qu'on nous donne. Eh ben, la réponse de l'administration, c'est d'abord la caporalisation, c'est-à-dire renforcer le pouvoir de la hiérarchie, et ce qui va avec, c'est-à-dire la répression. Donc, en fait, nous ne sommes pas réprimés par erreur. C'est pas un dysfonctionnement, le fait que nous ayons été réprimés. On n'est pas, par hasard, tombé sur des chefs méchants, sur des gens pervers, on n'a pas eu de chance, c'est pas ça du tout. C'est logique, en fait. Dans la situation actuelle dans laquelle on est, si on a à cœur d'être fidèle aux valeurs que prétend porter l'éducation nationale, mais nécessairement, on se heurte à l'administration. Forcément. Et cet aspect-là des choses, je pense, a, malheureusement, a tendance à s'estomper, en fait, si on prend les cas individuellement, pris individuellement. Et je pense que c'est important aussi d'avoir
d'aller plus sur le côté systémique de la répression. Un autre aspect aussi qui tend à s'estomper quand on prend les cas individuellement, c'est qu'en fait, je disais, sur le terrain, on essaie du coup de s'opposer à ce qui se passe. Mais évidemment, individuellement, enfin, on peut rien faire, hein. Individuellement, devant la machinerie qu'est l'éducation nationale, c'est impossible. Donc en fait, pour lutter, la seule façon de pouvoir faire des choses, c'est d'avoir un collectif de travail fort. Et en fait, dans la plupart des endroits où ils ont exercé une répression importante, il y avait des collectifs de travail très puissants, en fait. C'était le cas du lycée Jules-Curie de Nanterre, par exemple. Et d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure, j'ai été réprimé. En fait, c'est probablement incorrect. En fait, ce n'est pas moi qui ai été réprimé, c'est le lycée Joliot-Curie qui a été réprimé, c'est-à-dire le collectif de travail qui était construit au lycée Joliot-Curie qu'il fallait casser. Et l'objectif de l'administration était probablement d'abord celui-là. Et voilà, pareil, c'est-à-dire que la focalisation sur une personne, ça a tendance à faire disparaître du coup le rôle des collectifs de travail qui est en fait essentiel, parce que concrètement, on ne peut pas lutter sans ça. Et alors enfin, je voudrais terminer mon intervention en évoquant un cas particulier. Vous allez me dire, c'est paradoxal, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, je voulais évoquer le cas de Christine Gors et Frédéric Salvi, donc, qui sont des réprimés, qui font partie des nombreux réprimés du lycée Victor Hugo de Marseille, alors qui est un lycée qui est un peu du même genre que le lycée Joliot-Curie. C'est vraiment nos histoires sont vraiment très, 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 très similaires. Donc Christine est une documentaliste, Frédéric est un CPE qui ont subi donc, une mutation dans l'intérêt du service, un peu dans le même genre de contexte que ce que nous avons connu. Ils ont gagné au tribunal administratif de Marseille en juin. Donc on est parti en vacances tout content avec une nouvelle victoire pour le collectif. Et en fait, au retour des vacances, nous avons appris que le ministère a fait appel. Bon, ça, on s'y attendait honnêtement, parce que comme je vous l'ai dit, bon, c'est ce qu'ils font d'habitude. Et surtout, le ministère a demandé la suspension à l'exécution de la décision du tribunal administratif de Marseille. C'est-à-dire, comme ils ont fait appel, ils ont dit, bah, il faut que la décision soit suspendue jusqu'à ce que l'appel soit prononcé. Alors, il faut savoir une chose, c'est un peu technique, hein, je suis désolé, mais en fait, dans la justice administrative, il existe une mesure qui s'appelle le référé, qui est exactement la même, c'est-à-dire qui consiste à demander à la justice administrative de suspendre une décision administrative le temps que le tribunal se prononce sur le fond. C'est ce que moi j'avais demandé, par exemple, quand j'avais été muté dans l'intérêt du service, j'avais demandé au tribunal, bah, puisque le jugement sur le fond, ça va être dans 2 ans, suspendez, et puis on voit sur le fond, et puis moi j'ai quand même des arguments sérieux pour dire qu'il y a une mesure illégale qui a été prise, donc faites la suspension. Bon, alors il faut savoir qu'au sein du collectif, hors les cas qui ont été justifiés pour raison médicale, personne n'a jamais gagné le moindre référé. Nous avons systématiquement été déboutés sur nos demandes de référé, sur nos demandes de suspension. Et ça met en lumière un autre aspect qui est très important, c'est que l'éducation nationale peut se permettre d'avoir une politique répressive agressive parce que toutes ces décisions sont systématiquement appuyées par la justice administrative. Et donc là, en fait, sur l'affaire de Christine et Frédéric, il va y avoir un enjeu qui va même dépasser le simple cadre du lycée Victor Hugo de Marseille. C'est que si jamais la justice administrative se prononce en faveur du ministère, ça veut dire que ce sera vraiment un cas, mais chimiquement pur, de double standard. C'est-à-dire, on verra mais de façon éclatante le fait que la justice administrative ne juge pas à égalité les agents et l'administration quand ils sont en conflit entre eux. Et ça, je pense que c'est un aspect qui est malheureusement assez peu connu, à quel point le biais des tribunaux administratifs penche en faveur de l'administration dans ces conflits-là. C'est quelque chose auquel nous, on se heurte en permanence et ça peut être une occasion, pour le coup, de populariser ça et du coup de dépasser un peu vraiment l'histoire du cas de Christine et de Frédéric, même si elle est importante en soi, hein, et d'amener une dimension supplémentaire à cette histoire-là. Voilà, donc je crois que je suis dans les temps. Parfait.